On l'a sûrement tous déjà remarqué dans le débat public, hein, ces personnalités issues de minorités qu'on met en avant, mais souvent pour critiquer leur propre communauté. Alors pourquoi ce schéma se répète-t-il sans cesse? C'est un mécanisme assez complexe et justement, on va le décortiquer ensemble. Donc la vraie question, c'est ça. Pourquoi est-ce que ces voix-là, et pas d'autres, reçoivent une telle plateforme médiatique? Eh bien, comme on va le voir, c'est loin d'être un hasard. En fait, ça répond à une dynamique très très précise que nous allons explorer. Alors comment est-ce que ça marche, ce phénomène? Voilà notre plan de match. On va d'abord définir le concept, puis on regardera les deux forces en jeu. Ensuite, on verra comment tout ça prend forme à travers trois profils types, avant de finir sur une conclusion qui est, on va le voir, assez sombre. Bon, commençons par le début. De quoi on parle exactement? Ce concept de quotient moral, ou d'alibi, c'est vraiment la clé pour comprendre toute l'analyse qui va suivre. Voilà la définition de base. C'est ce moment où les médias ou le monde politique vont mettre en avant une personnalité bien précise. Non pas parce qu'elle est représentative, mais pour le discours bien spécifique qu'elle porte. Et le point crucial, il est là. C'est un discours critique, mais dirigé vers l'intérieur. En fait, ce phénomène, il repose sur une sorte de rencontre, un peu comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement. D'un côté, il y a une demande qui vient du système dominant, et de l'autre, une offre de la part d'un individu. C'est vraiment cette articulation entre les deux qui fait tourner la machine. Allez, explorons d'abord cette partie demande. Pourquoi est-ce que le système médiatico-politique recherche activement ces profils-là? Quel est son intérêt stratégique dans l'histoire? La réponse, elle est là, l'immunité. Cette personne, elle sert littéralement de bouclier. Elle permet de tenir des propos qui, s'ils venaient de quelqu'un du groupe majoritaire, seraient tout de suite perçus différemment et probablement attaqués. Concrètement, ça marche comment? D'abord, il y a un blanchissement du discours. L'accusation de racisme, tout d'un coup, devient beaucoup plus difficile à formuler. Et deuxièmement, ça joue à fond sur le biais de confirmation du public. Parce qu'entendre quelqu'un de l'intérieur valider ses propres craintes, c'est un argument d'autorité hyper puissant. Du genre « vous voyez bien, même eux le disent ». Maintenant, passons à l'autre côté de la pièce, peut-être le plus complexe. Qu'est-ce qui peut bien motiver un individu à enfiler ce costume? Souvent, les raisons se trouvent dans des ressorts psychologiques assez profonds. Au fond, il s'agit souvent d'une stratégie de survie, tout simplement. Face à une image négative de son groupe, l'individu cherche un moyen de s'en sortir, de prouver qu'il ou elle est une exception à la règle. On peut identifier trois grands moteurs. D'abord, la dissociation. C'est la logique du « moi, je ne suis pas comme eux ». Ensuite, il y a le racisme intériorisé, c'est-à-dire quand on finit par adopter et croire aux stéréotypes négatifs sur son propre groupe. Et enfin, faut pas l'oublier, il y a la carrière médiatique. Critiquer son propre camp, c'est souvent vu comme courageux et ça peut clairement ouvrir des portes. Ok, maintenant qu'on a le cadre théorique, voyons un peu comment ça s'incarne dans la réalité. On peut distinguer trois grands archétypes, trois profils types qu'on voit assez souvent dans l'espace médiatique. Le tout premier archétype, c'est celui de la caution religieuse. Et l'exemple qui est souvent cité, c'est celui de Hassan Chalgoumi, qu'on présente fréquemment comme l'imam de Drancy. Et c'est là que réside tout le paradoxe. D'un côté, on lui assigne le rôle de porte-parole d'un islam, disons, acceptable pour la majorité. Mais de l'autre, la réalité sur le terrain, c'est un énorme déficit de légitimité au sein même de la communauté qu'il est censé représenter. Sa fonction est donc limpide. Il est utile aux médias, pas forcément à sa communauté. Deuxième profil, le suprémaciste assimilé. Là, la variante est plus politique, plus agressive même. L'exemple donné est celui de Jean Messia. Ici, le mécanisme est assez subtil. Son rôle, c'est celui de l'exemple à suivre, la preuve vivante que quand on veut, on peut. Sauf qu'en réalité, ce parcours personnel est retourné comme une arme pour nier le racisme et les discriminations systémiques. La logique sous-jacente, c'est « si moi j'ai réussi, alors ceux qui échouent sont les seuls responsables ». C'est vraiment la stratégie de la distinction poussée à son maximum. Et enfin, le dernier archétype, qui est sans doute le plus nuancé, celui de l'intellectuel en rupture. On cite ici les exemples de Zineb El Razoui ou de Boualem Sansal. Ici, la situation est un peu différente. Leur critique, par exemple, de l'islamisme peut être tout à fait légitime et bien argumentée. Le vrai problème, ce n'est pas tant le discours en lui-même que la façon dont il est instrumentalisé. Leurs arguments sont récupérés en fait pour valider des positions beaucoup plus larges, souvent xénophobes, ce qui finit par les couper de leur communauté et les enferme dans ce rôle de héros d'un camp qui, au fond, n'est pas le leur. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? Eh bien, la conclusion, elle est assez pessimiste, parce que ce mécanisme est décrit comme un véritable piège. Parce qu'au fond, la valeur de ces personnalités est purement fonctionnelle. On les écoute, on les invite sur les plateaux, tant qu'elles disent ce qu'on attend d'elles. Mais le jour où leur discours change, le jour où elles ne servent plus la stratégie dominante, eh bien leur utilité médiatique disparaît. Et elles se retrouvent complètement isolées, rejetées par leur communauté d'origine et, au final, abandonnées par ceux qui les ont utilisées.
Cette citation de Frantz Fanon, elle résume parfaitement la tragédie de la situation. Elle décrit cette quête désespérée d'acceptation qui passe par le reniement de soi, une tentative qui, selon Fanon, est de toute façon vouée à l'échec. C'est une perspective vraiment puissante qui donne une profondeur historique à ce qu'on observe aujourd'hui dans les médias. Et pour finir, cette analyse nous laisse avec une question en suspens. Maintenant qu'on a cette grille de lecture, ce cadre du rôle assigné, quels autres exemples peut-on identifier autour de nous, dans le débat public actuel? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie.